Alors, on va parler effectivement de journalisme de solutions. Alors, je ne sais pas si le... Voilà. Alors, de quoi parle-t-on tout d'abord? Parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé à parler de ça aux journalistes, souvent ils nous disaient non, mais on n'est pas là pour parler des bonnes nouvelles. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment de parler des solutions concrètes qui marchent. Un exemple, l'histoire d'un gynécologue allemand qui spécialise du cancer du sein et qui s'est rendu compte qu'il avait beau être le plus grand spécialiste du cancer du sein, quand il faisait la palpation mammaire, il détectait les tumeurs qui font à peu près 1,5 cm. Et donc il renvoyait chez elles des femmes avec des tumeurs plus petites en leur disant bah, tout va bien, alors qu'en fait elles avaient un cancer qui couvait. Et un jour, il se réveille en se disant mais en fait il y a des gens qui sont bien plus doués que moi, ce sont les aveugles, qui ont un sens du toucher beaucoup plus développé. Et il a créé un institut de formation pour les femmes aveugles qui, en 6 mois de formation, arrive à détecter des tumeurs 2 fois plus petites. Donc non seulement elle sauve des femmes, en plus il y a un impact sur la sécurité sociale, sur les coûts pour l'État, et elles ont un job, non pas malgré leur handicap, mais grâce à leur handicap. Voilà, ce type d'histoire, en fait, ce journaliste de solution, c'est ça. Alors, il y a quelques années, effectivement, on me regardait un peu de travers et notamment on me disait tout ça c'est bien gentil mais c'est pas comme ça qu'on va doper nos ventes. Les bonnes nouvelles n'intéressent personne, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et moi mon intuition c'était que oui, mais les trains qui arrivent en avance intéressent les gens. Et donc il fallait qu'on prouve que ça avait un impact. Donc on a été voir Libération, le patron de Libération, et on lui a proposé un challenge en lui disant et si on faisait un numéro de Libé un jour dans l'année pour parler des solutions, on l'appellerait Libé des solutions avec la une et les 2/3 du journal sur les solutions. Donc il m'a aussi un peu regardé de travers, sans doute que je n'avais pas forcément les bons arguments. À l'époque, je parlais de journalisme positif, ce qui n'est pas vraiment la bonne approche. Et finalement, en y retournant une 2e fois, en y retournant une 3e fois avec Jean-Claude Guibaud, qui était un de ses copains, finalement, il a accepté, plus par amitié pour Jean-Claude. Il nous a dit, très bien, on va faire ça le 26 décembre. Moi, j'étais fou de joie, sauf que le 26 décembre, c'est le pire jour de l'année en termes de vente. Et donc, c'était clairement sa façon de nous dire, bon, j'y crois pas, on prend pas trop de risques et on verra bien. Et finalement, Didier Pourquerie, qui était directeur de la rédaction à l'époque, lui était très partant. La rédaction, beaucoup moins, en disant, mais non, on n'est pas là pour parler de ce qu'il y a de positif, on est là pour porter la plume dans la plaie. Et on l'a fait avec des freelances. Et ce numéro de Libé, qui était le 26 décembre, finalement, c'est avéré être la meilleure vente de l'année. Et quand les journalistes sont revenus de vacances, ils ont dit au directeur de la rédaction, mais en fait, c'était des sujets super intéressants, nous on s'attendait à du naïf, mais finalement, nous on adhère. Et donc, ils l'ont recommencé 9 fois, toujours avec beaucoup de succès. Et donc, quand j'ai créé Spark News, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire avec les médias du monde entier. Et donc, aujourd'hui, on le fait avec les grands médias d'une 50aine de pays. Avec Le Figaro, avec Asahi Shimbun, 7 millions d'exemplaires au Japon, La Nation en Argentine, El País et tant d'autres. Et le principe, en fait, il est simple, c'est qu'on mutualise les contenus, donc tous les médias contribuent. C'est de la syndication de contenu et le même jour, tous les médias publient les articles de tout le monde, ce qui permet de toucher 120 millions de personnes qui découvrent 50 innovations positives, super inspirantes, et qui vont inspirer les lecteurs. Et typiquement, l'histoire dont je vous ai parlé de ce gynécologue allemand a été répliquée en Colombie et au Mexique, notamment grâce à cette médiatisation. Et on a plein d'autres belles histoires comme ça. Voilà, ce qui est assez amusant, c'est que les gens ont fait beaucoup de selfies un peu partout. Et puis ensuite, on a réuni tous les rédacteurs en chef qui ont participé. C'était un peu une folie parce que ils sont tous très pris. Et finalement, dès la première année, il y en a 25 qui sont venus. On a fait ça au siège de l'AFP pour partager cette expérience pendant 3 jours. Comment on peut aller plus loin, comment on peut s'améliorer. Et chaque année, on les réunit autour de ce projet. Donc vous voyez que des beaux médias, les médias leaders dans la plupart dans 50 pays. Et puis après, on a décliné avec différentes opérations similaires, avec les Échos et le Financial Times et les grands journaux économiques sur les solutions business pour le climat, d'autres sur les femmes, d'autres sur la santé, etc. Voilà. Pardon.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact que ça peut avoir. Tout d'abord, sur les audiences, en fait, des retours super positifs. Vous verrez tout à l'heure le témoignage de Pasquale à la télé suisse. Ils ont dit, ce jour-là, on a reçu 20 fois plus de mails que d'habitude. Et c'est souvent des retours qu'on a, et certains font des meilleures audiences sur ces articles-là. Asahi Shimbun au Japon, 7 millions d'exemplaires, nous ont dit, on s'est rendu compte qu'il y avait un pic d'audience auprès de notre public jeune. Et donc, au-delà du fait qu'ils croyaient dans cette démarche, ils ont décidé de traiter plus souvent ces sujets pour rajeunir leur lectorat. Il y a aussi un vrai sentiment de satisfaction auprès des journalistes qui disent mais c'est vrai qu'on en a parfois c'est dur d'être tout le temps sur les catastrophes, les problèmes, à les dénoncer, etc. Et le fait de pouvoir parler de ces sujets, ça nous fait du bien, ça nous permet effectivement d'être plus optimistes sur le monde. Les annonceurs aussi forcément préfèrent annoncer autour de sujets qui sont plutôt des solutions plutôt qu'au milieu de la guerre des gangs ou des catastrophes diverses et variées. Et donc El Heraldo, par exemple, qui est un journal en Amérique du Sud, ils vendent ce jour-là, le jour de notre opération, leur pub 5 fois plus cher parce que tous les annonceurs veulent être dedans. Haaretz en Israël ont vendu énormément de publicité. Donc c'est des opérations qui peuvent être vraiment rentables. Et puis, la plupart des médias avec lesquels on travaille, finalement, après avoir goûté à ce journaliste de solution, ils se disent, mais en fait, c'est génial, c'est du vrai journalisme, c'est sérieux, c'est des sujets passionnants, nos lecteurs sont présents, ça les engage, ça a de l'impact. Et donc, la plupart ont créé des nouveaux formats. Le Figaro demain, mais aussi, par exemple, le Corriere della Sera a créé un supplément toutes les semaines, tous les mardis, un supplément sur ces sujets-là. Ils ont appelé ça Buone Notizie. Ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, ils vendent 10 000 exemplaires de plus de leur journal, puisqu'il y a 10 000 personnes qui l'achètent uniquement pour ce supplément. Et les annonceurs aussi sont présents. Voilà, plein d'autres exemples. Donc maintenant, j'ai envie de vous inviter à partager un petit zapping concocté par Florent dans notre équipe et Audrey et une partie de toute l'équipe. On est 20 salariés chez Spark News et donc je vous laisse en profiter. Cela fait près de 2 ans que Jordan utilise plusieurs fois par semaine une application mêlant bon plan et solutions anti-gaspillage. En fait, on peut aller le soir, plus tard, à la fermeture, récupérer ce qui n'a été invendu. Vendu entre 3 et 5 euros, ces paniers surprises préparés par le restaurateur avec ses invendus permettent de sauver chaque jour 9000 repas qui auraient autrement terminé dans la poubelle. On a une ferme, on cultive nous-mêmes nos légumes, on évite à tout prix de jeter et du coup la meilleure solution c'est de pouvoir le vendre à un prix qui en gros couvre à peu près les coûts de production. Là, en tout juste 2 ans, on a pu sauver plus d'1 million de repas de la poubelle, juste avec des gens qui se sont déplacés en fait le soir. Et donc ça, quand on imagine le nombre de camions de poubelle que ça peut faire, c'est assez génial de voir qu'en fait, quand tout le monde s'y met, on peut avoir un impact d'ampleur sur des problématiques comme celle du gaspillage. Mais les restaurateurs ne sont pas les seuls concernés par le gaspillage. En France, chaque foyer jette en moyenne 29 kg de nourriture par an. Devant ce restaurant, ce frigo est en libre service. Tout à chacun est invité à venir déposer des denrées ou venir s'y servir. Ça bénéficie à énormément de personnes différentes, des sans-abri qui n'ont pas de moyens de s'acheter à manger, des familles nombreuses qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois, c'est assez compliqué, des retraités également. In the past, dogs have been used for mine detection, but African pouch rats like Mandy have distinct advantages. They're almost blind, or they don't see much, because they're night animals, so they're completely depending on their sense of smell and hearing. Guided by a search string which is connected between her 2 trainers, Mandy moves systematically up and down the course, processing lane by lane. Every time she sniffs a mine, she scratches the surface at the spot. Weighing less than 5 kilograms, she's too light to set off the explosive device. And when she indicates a mine, she gets what she's in it for, a click followed by a reward. They work for their food and they work a bit mechanical. Once they know something, they love to repeat it all the time, as long as they know they're going to get the food and they're confident they can do the job. Finally, when Mandy's cheeks can take no more banana, the test is over.
She has passed with flying colours and will head to Mozambique on a mine-clearing mission. Et donc on a créé une application, c'est ça qu'on utilise maintenant. Et durant 3 ans, on a un peu ramé à trouver le financement pour concrétiser ce projet. Avec l'aide de WFI maintenant et de Acted, voilà, on est arrivé à ça. J'ai 2 sacs chez moi à la maison de recyclables. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir la app et on clique sur ce bouton. Donc si on veut que le driver arrive en 30 minutes chez nous, on met le nombre de sacs qu'on a, vu qu'on prend que 2 sacs maintenant. C'est soit 1 sac, soit 2 sacs, et on fait un request. هي الفكرة أنا بسرعة نزلت الابلكيشن بعد نص ساعة حكينا إجا دق على الباب فتحت له الباب قال لي وين الكيس أعطيته الكيس وفلها وين يعطيك العافية. أنا من سوريا صار لي من 2009 هون بلبنان ما في عندي لا أولاد لا عائلة فبالنسبة لل $200 معاش إنه كثير منيح بالنسبة لي. Tous nos drivers, c'est des drivers qui viennent d'un milieu social défavorisé. On a formé 430 d'entre eux à comment conduire une moto comme il faut, à comment communiquer avec les gens, à comment utiliser la app. On a des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire. Ce qu'on veut, c'est aider ces gens-là. Most of them are housewives, so they usually cook in their own home. This is maybe their first true work. Restaurant unique en France vient d'ouvrir à Nantes. Ses salariés sont tous trisomiques, de jeunes adultes qui se sentent parfaitement intégrés face à des clients ravis. Hélène Grégoire et Hélène Massiot. Tout a été simplifié pour permettre à Antoine et les autres de travailler. La carte est réduite et le client tamponne lui-même sa commande. 3 trucs et tu peux choisir dedans. D'accord. Et Même les assiettes ont été moulées sur mesure avec les empreintes de leurs doigts. Nous, au creux de la main, on a 3 plis palmaires qui nous permettent d'avoir cette pince, cette motricité fine. Et la plupart des personnes trisomiques n'ont qu'un seul pli palmaire. Ça peut entraîner des difficultés de prise en main, de préhension. Cette jeune femme a créé ce restaurant pour que les trisomiques soient mieux intégrés. Qu'on puisse aller à leur rencontre parce qu'en fait on les voit pas. Et tant qu'on ne banalisera pas en fait le fait que ces personnes sont dans la société, le regard aura du mal à changer. Finalement, rien n'est difficile parce qu'ils le font avec plaisir, avec joie et avec beaucoup de bonheur. C'est un métier que tu savais pas faire? Pas du tout. Voilà. Bah oui. Est-ce que tu es fière? Oh oui, fière de moi. Me vivre. Alors, allez. Caroline ne voulait plus être dans ce qu'on appelle le milieu protégé, un univers pour handicapés. Mais pas là. Tu pensais pouvoir travailler un jour? Je l'espérais, oui. C'est sûrement le seul restaurant où les serveurs font des câlins aux gérants. Ils vous prennent comme vous êtes et à vous de les prendre comme ils sont aussi, sans appréhension, avec juste un peu de bienveillance. Tu les remets au-dessus maintenant. Ce restaurant extraordinaire affiche complet plusieurs semaines à l'avance. Voilà, je pense que vous pouvez applaudir les journalistes qui ont fait ces sujets. Et maintenant, je vous propose d'entendre Pasquale Ferrara, qui est producteur et journaliste à la SRF, qui est la télé publique suisse-allemande, et avec qui on a travaillé, qui nous a proposé de participer. Et je te laisse raconter votre histoire. Merci Christian. J'ai avec moi une lettre d'une téléspectatrice que je garde pour des opportunités comme maintenant. Elle nous encourage de continuer à faire du journalisme de solution et elle nous dit pourquoi. Je pourrais lire et traduire la lettre, déclarer terminer la présentation parce qu'il y a tout dedans, mais j'ai promis à Christian de parler quelques minutes. C'est pour ça que je garde ça pour la fin de ma présentation. Voilà, le zapping. Je travaille pour 10 vor 10, que c'est une émission d'actualité qui est diffusée chaque jour du lundi au vendredi. Une émission d'actualité en forme de magazine. J'aimerais vous parler surtout de notre rubrique hebdomadaire d'idées, que c'est une rubrique du journalisme de solution. En bref, j'aimerais vous dire pourquoi on a lancé cette rubrique, quelles
quels ont été la discussion, les débats, les problèmes et à la fin finalement aussi l'impact qu'on constate avec cette rubrique. Tout d'abord, j'ai préparé une petite vidéo juste pour avoir une impression de la rubrique. Jetzt wie immer zum Wochenschluss zu unserer Serie Die Idee. Wir kommen zu unserer Freitagsrubrik Die Idee. Freitag ist unser Ideentag, wo wir nicht bei Problemen, Krisen stehen bleiben, sondern Lösungen aufzeigen. Und so fokussieren wir jeden Freitag mit der Rubrik Die Idee auf eine Lösung. Und diese darf durchaus kontrovers diskutiert werden. Dazu müssen wir natürlich wieder beim Problem beginnen. Heute geht es um die Gefahrenzone Fußgängerstreifen. Heute nun geht es um demenzkranke Menschen. Voilà pourquoi une rubrique du journalisme de solution. On a commencé il y a quelques ans à réfléchir sur cette méthode de journalisme. On a collaboré avec Spark News, avec Christian au Impact Journalism Day, mais on a constaté que dans le quotidien, c'est difficile à vivre cette façon de journalisme. Alors la rubrique hebdomadaire, chaque vendredi, comme vous venez de l'entendre, on consacre un sujet à une solution, à une idée qui a l'intention de résoudre un problème, mais pas seulement au problème. Cette rubrique nous force, comme j'ai dit, à consacrer au moins une fois par semaine un sujet au journalisme de solution. Et en plus, ça rend plus visible, ça signale au public qu'on veut faire du journalisme de solution. Mais bien sûr, dans chaque rédaction, si on commence à discuter le journalisme de solution, ça déclenche des discussions, des débats. Pourquoi? Parce que le journalisme de solution remet en question le journaliste et le journalisme traditionnel. Je vais vous donner un aperçu du débat qui a eu lieu dans notre rédaction en mentionnant 2-3 points. Quels ont été les problèmes? Bien sûr, dans l'esprit de cet atelier aussi présenter les solutions ou ce qu'on a appris. Premier point, la rubrique, on avait peur, ou des collègues avaient peur que la public, c'est trop de publicité. C'est-à-dire, si chaque vendredi on présente une idée, une entreprise, ça peut être de la publicité et ça, c'est pas compatible avec les règles de la rédaction. On a très vite appris et compris que, bien sûr, même si on fait du journalisme de solution, on reste journaliste. C'est-à-dire, on critique, on vérifie les projets, les idées, comme on fait avec les autres sujets. Deuxième point, deuxième peur, est-ce qu'on se posait la question, est-ce que si une idée, un projet est choisi pour être présenté dans cette rubrique, est-ce qu'il faut mentionner seulement les aspects positifs de ce projet, de cette idée? Et ça aussi, vous pouvez imaginer pour un journaliste traditionnel, être positif, ça peut être horrible. Mais là aussi, on a vite appris que, comme je le répète, le journalisme de solution reste du journalisme. Alors, il ne faut pas avoir peur de lancer un débat autour d'une idée. S'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, il faut mentionner les deux.
Troisième point, c'est plutôt un argument des promoteurs dans la rédaction du journalisme de solutions. Disons, la rubrique peut être un alibi, c'est-à-dire on peut se dire ça suffit une fois par semaine, le vendredi, de consacrer un sujet, de faire un sujet positif, mais pour le reste du programme de la semaine, on ne change rien. Là, on cherche de quitter le cocon de la rubrique, de réaliser aussi dans le reste de la semaine des sujets constructifs, mais franchement, à vrai dire, ça reste vraiment un défi. Les routines de la rédaction, du journalisme restent un peu focalisées sur les événements, sur les négatifs. Mais quand même, voilà, conclusion, pour le répéter encore une fois, le journalisme de solution reste du journalisme. Mais ma conclusion, il vaut la peine d'avancer dans cette démarche. Nous, dans notre rédaction, on constate un impact sur les journalistes et aussi sur le public. J'ai 2 témoins pour ma thèse. D'abord, l'exemple d'une correspondante, Karen Naundorf, correspondante en Amérique du Sud, qui, dans cette prochaine vidéo, explique comment elle bénéficie dans son travail d'une rubrique pareille. Merci. Grauer, schwerer Nebel am frühen Morgen. Solches Wetter macht Abel Groß glücklich. Diese Nebelschwaden ziehen noch hier herüber. Und dieses Netz hat die Funktion, sie aufzufangen. Die Luft geht durch das Netz durch und die Mikrotropfen bleiben hängen. Diese Tröpfchen sammeln sich in dem Rohr und werden in das Reservoir geleitet. Dieses Wasser ist Leben und mit diesem System hier lösen wir das Wasserproblem an vielen Orten. Ich lerne natürlich in meinem Korrespondentenalltag immer wieder sehr interessante Menschen kennen, die Probleme lösen. Und dafür gibt es eben meistens im Programm keinen Platz. Wir haben vor kurzem berichtet aus Peru. Dort ist der gesamte Küstenstreifen extrem trocken, wüstenartig. Und dort gibt es einen Mann, der schon vor 20 Jahren eine Idee hatte, wie man aus Nebel, denn dort gibt es eben sehr viel Nebel, Wasser gewinnen kann. Für uns Korrespondenten ist so eine Rubrik natürlich eine großartige Möglichkeit, auch einmal ein anderes Bild zu zeigen. Denn wir berichten ja meist über Korruption, Drogenhandel, Polizeigewalt, was alles seine Daseinsberechtigung und natürlich seine Wichtigkeit hat. Aber trotzdem, überall in den Berichtsländern kenne ich ja großartige Menschen, die daran arbeiten, wie kann man Probleme lösen, kleine und größere. Und diese Chance, das einmal zeigen zu können, darüber freut man sich natürlich sehr. 1500 Nebelfänger hat Abel Groß in Peru bereits aufgestellt. In den nächsten Monaten will er diese Zahl verdoppeln. Voilà. Alors, impact sur les collègues journalistes, mais aussi impact sur le public. Comme je l'avais dit, j'aimerais partager avec vous cette lettre de notre téléspectatrice. C'est vraiment le point que nous a surpris le plus, la réaction positive du public. On a reçu, après l'émission spéciale lors de l'Impact Journalism Day, mais vraiment une centaine des emails, des lettres, pratiquement toutes positives. Normalement, on reçoit 5 emails qui critiquent quelque chose. Juste comme exemple, je veux vous lire ou traduire la lettre de Edith Glaser, une femme âgée, qui nous a écrit à la main.
Et elle nous dit, bien sûr, il y a des guerres, il y a la faim, la misère, et il ne faut pas nier ça, mais, et maintenant je cite, mais toutes ces nouvelles peuvent aussi paralyser ou faire en sorte qu'on trouve des excuses pour agir. Il y a aussi des choses positives qui se passent chez nous et dans le monde entier. Il faut aussi de plus en plus parler de ces sujets exactement comme vous le faites déjà tous les vendredis soirs. Continuez ainsi, s'il vous plaît. Alors, à mon avis, Edith Glaser, sans avoir assisté à un atelier de Christian ou d'une école de journalisme, nous explique les objectifs du journalisme de solution. Le journalisme de solution rend le monde que nous présentons dans les médias plus complet. On montre le positif et le négatif, mais surtout, il encourage les gens à agir. Et alors, pour terminer, je ne connais pas personnellement Edith Glaser, mais je me permets de transmettre cet appel à vous tous, surtout aux journalistes collègues dans la salle. Merci beaucoup. Voilà, et puis pour terminer, un deuxième zapping fait par des journalistes de toutes les rédactions. Asian nations contribute the majority of plastic pollution clogging waterways. Plastic does not biodegrade. I think every day we create a lot of waste already from our daily lifestyle. So if there anything that we can do to give back and help the earth, I think this is the most of what we can do. The company says its products are 100% natural and biodegradable. They'll dissolve in room temperature water within a week, leaving zero waste behind. For roughly 2 decades, this factory churned out compact discs, but with little demand for CDs. He's decided to devote the entire facility to disposable dishware and eco-friendly packaging. Sutep hopes to have a semi-automated assembly line up and running next year. Vara Anong says she hopes to find more innovative uses for UB Pack's material to expand its use and contribute to a cleaner future. Mi nombre es José Alberto Gutiérrez Sandoval, tengo 55 años, soy el señor de los libros bogotano. Hace 2 décadas he manejado un camión de basura y gracias a ese trabajo logré encontrar en la basura muchísimos libros. Los bogotanos botaban los libros a la basura y ya mis compañeros también sabían que a mí me gustaban los libros y ellos comenzaron también a rescatarlos. En el año 2000 les hago la propuesta a mi esposa y a mi hija inaugurar la biblioteca en el primer piso. La primera que saltó de alegría pues fue mi hija. Se nos llenó de niños, se nos llenó de voluntarios. Puedo contar orgullosamente que todos estos jóvenes que comenzaron en ese proceso con mi hija, aproximadamente unos 40 jóvenes, fueron a la universidad porque aquí se dieron cuenta que la cuestión no terminaba siendo bachiller, sino que la aventura continuaba. El proyecto intuitivamente dice José Alberto, comience a llevar libros por todo el país. Imagine, ahorita bajamos ya de 450 lugares. El año pasado enviamos casi 6 toneladas de libros. Sueño hacer la fábrica de bibliotecas. Consiste en reciclar toda la madera para hacer estanterías y mesas y junto con los libros llevar por allá los rincones más apartados de Colombia y así poder hacer un trabajo preventivo con toda la niñez y toda la juventud, que es lo que necesita nuestro país. Vous êtes un pays qui lutte contre la radicalisation. Vous voulez dénoncer le fantasme autour du djihad. Votre solution, l'humour, vous êtes la Belgique. Djihad, c'est l'épopée tragicomique de 3 copains décidés à combattre en Syrie. La pièce d'Ismaël Saïdi a été reconnue d'utilité publique par le gouvernement belge en 2014. Plus de 30 000 lycéens ont pu voir le spectacle et plusieurs prisons ont aussi accueilli la pièce. Alors, la dérision pour créer un sursaut, ça donne quoi?
Ce programme a été repris par plusieurs pays, notamment par le gouvernement français. Djihad, le film, devrait sortir en 2019. Vous êtes un pays qui veut s'attaquer aux racines du mal. Vous ciblez l'éducation, votre meilleur allié, les enseignants évidemment. Vous êtes la Grande-Bretagne. En 2015, le gouvernement britannique renforce sa politique de prévention en milieu scolaire, mais aussi médical et carcéral. Des profs dans la peau d'agents du contre-terrorisme, difficile à avaler, pourtant c'est le cas, c'est ce qu'on appelle le devoir de prévention, certains parlent même de délation. Écoles primaires et crèches, et oui, sont aussi surveillées. Est-ce que ça marche? Non, pas vraiment. Beaucoup de profs ont refusé de se transformer en flics durant la récré. La communauté musulmane, elle dénonce une politique qui la stigmatise encore plus, et ça, c'est sans parler de tous les abus. Vous, votre priorité, c'est les jeunes déjà radicalisés. Votre concept, tout miser sur des mentors, des sortes de grands frères pour aider à la réintégration. Vous êtes le Danemark. En matière de prévention, les Scandinaves sont précurseurs. Depuis 2007, le Danemark forme des mentors, certains sont d'anciens djihadistes repentis, qui aident les jeunes à se remettre en question avant ou après un départ en Syrie. Un programme basé sur le volontariat, de la soft prévention. Et comme ici l'important c'est de dialoguer, les autorités travaillent aussi avec des imams, même les plus radicaux, du jamais vu en Europe. Alors la méthode douce, est-ce que ça marche? Dans les villes où le programme a été lancé, le nombre de départs en Syrie a considérablement baissé. Dans la ville pilote d'Aarhus, par exemple, il est passé de 27 en 2012 à 1 en 2014. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez discuter avec l'équipe Spark News, il y a Carolina, Florian et Audrey qui peuvent se lever si vous voulez les repérer. Merci beaucoup.